Salut à tous et bienvenue dans le podcast CM au sommet, c'est Julien, je suis hyper content de vous accueillir aujourd'hui parce que on va parler de la plateforme YouTube et c'est la première fois dans le podcast que on en parle. Pourquoi YouTube? Eh bien parce que c'est une plateforme qui est ultra puissante pour attirer des clients, pour générer de la visibilité et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, générer de la visibilité, comment on fait pour le faire sur YouTube. Et j'accueille Sylvain Lepoutre, qui est vraiment le spécialiste très reconnu, qui a une expertise très intéressante et très importante à partager sur YouTube. Salut Sylvain. Salut Julien, salut tout le monde et merci pour l'invitation Julien, c'est cool. Écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par, est-ce que tu peux te présenter déjà aux personnes qui écoutent le podcast? Oui, alors moi je suis Sylvain Lepoutre, tombé sur YouTube un peu par hasard au début parce que c'était plus facile pour moi de tourner des vidéos que d'écrire un blog au démarrage de YouTube et ça a bien changé depuis et donc j'ai créé plus de 10 chaînes YouTube et j'en ai 5 qui sont encore actives aujourd'hui. Et je me suis intéressé à peu près vers 2016-2017 à toute la partie algorithme et data, parce que YouTube nous donne énormément de data dans les analytics qui permettent de, quand on sait les lire, de comprendre, on peut améliorer ses contenus, améliorer ses performances et toucher une audience beaucoup plus large. Comme c'est un peu un jeu de winner takes all sur YouTube, on a intérêt à aller grappiller des pourcentages de statistiques et de data pour avoir une portée exponentielle après derrière. Donc je me suis pris de passion pour tout ça. J'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai un esprit assez analytique qui correspond pas mal aussi à ce métier-là. Donc au fil du temps, j'ai analysé plusieurs centaines de chaînes YouTube, j'ai fait des audits de chaînes YouTube, et de fil en aiguille, j'ai monté une agence qui s'appelle VideoBiz, qui aujourd'hui accompagne des YouTubeurs, des entreprises, médias et des leaders d'opinion à développer leur audience sur YouTube ou à créer des stratégies de zéro pour ceux qui veulent démarrer aussi. On crée des strates pour que vous perdiez pas de temps à bidouiller, à tester des trucs dans tous les sens. Donc on a vraiment un panel de clients très très large sur toutes les thématiques, tout format de vidéo et on s'éclate là-dedans. C'est super intéressant. T'as 5 chaînes YouTube et tu peux les décrire un peu? Et alors j'ai ma chaîne historique, on va dire la première où ça a vraiment bien pris, c'est une chaîne de photographie. Là, je suis passionné de photos et donc j'ai pu vivre l'expérience YouTube de zéro jusqu'à une des plus grandes chaînes YouTube photo en France et avec le côté sponsoring, le côté communauté, le côté j'organise des voyages photos encore aujourd'hui avec des clients à Yellowstone une fois par an. Ensuite, j'ai une chaîne qui s'appelle Le Coin des YouTubeurs, qui est vraiment la chaîne là pour aider les créateurs de contenu mieux comprendre comment fonctionne la plateforme et avoir les bonnes pratiques pour développer leur audience. Puis ensuite, aujourd'hui, on a 3 podcasts. Donc, j'ai un podcast solo qui partage un peu les coulisses et tous les questionnements du développement d'une entreprise et d'une agence. Quand on a 40 balais, une famille et tout ça. J'ai un podcast qui, lui, interview des créateurs YouTube. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher des personnes qui ont des histoires un peu atypiques, d'essayer de comprendre ce que YouTube leur a apporté ou ce que YouTube leur a détruit dans la vie. Donc c'est toujours intéressant d'avoir tous les cas de figure. Puis enfin, un podcast avec mon associé Mathieu, qui s'appelle Code YouTube, où là on décrypte un petit peu la culture YouTube et les tendances et puis les bonnes pratiques. Ok, super intéressant. Mais comment tu arrives à gérer toutes ces chaînes ensemble, tu vois? Bon, on va en parler peut-être après dans le podcast, mais enfin, 5 chaînes, c'est quand même énorme. Tout ça en même temps. Ah, en deux mots, la délégation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on a une agence, on a évidemment des monteurs, on a des media makers, on a des gens qui écrivent des scripts. En Oui. déléguant, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, je vais être honnête, elles sont Ouais. actives, mais elles sont pas non plus, elles publient pas 5 vidéos par mois non plus sur chacune. J'aimerais qu'elles le soient plus encore. Donc, D'accord. non, c'est pas, on publie pas comme Mm. des fous sur les 5 chaînes. Ok. Bah justement, on va parler de maintenant. On va parler vraiment du côté. Imaginons une personne, un community manager freelance ou j'en sais rien, ou même un freelance en tout cas, qui se lance, qui souhaite se lancer sur YouTube. C'est quoi les erreurs les plus courantes que tu vois des personnes qui souhaitent se lancer, tu vois? Alors, bonne question. On va dire une des erreurs que je vois assez souvent chez les pros qui sont sur YouTube, c'est de vouloir vendre tout de suite. En général, c'est un peu une erreur parce qu'au début, personne vous attend, personne vous connaît. Et donc, sur YouTube, on doit d'abord se créer une audience, une communauté et comprendre ce qui les fait venir. Et après, dans le contenu, amener tranquillement à vendre. Mais il faut pas le mettre dans l'autre sens parce que si on commence par des vidéos qui font de la vente, on va jamais la créer son audience en fait finalement, et on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Donc ça c'est une erreur qui est souvent couplée un peu avec la deuxième erreur qui est de se dire qu'on va prendre YouTube comme exactement comme on traiterait un blog ou un site web, c'est-à-dire à faire du SEO, à placer tous les mots-clés, les bons mots-clés au bon endroit. C'est comme ça que YouTube marchait
à ses débuts, avant 2015, je crois, c'est vers 2015, il me semble qu'il y a eu un gros changement d'algorithme qui a commencé en fait à se baser sur le comportement des utilisateurs, beaucoup plus que sur est-ce que la vidéo répond exactement aux bons mots-clés. Ça, même dans le moteur de recherche. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez ranker dans le moteur de recherche de YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche au monde, juste derrière Google, et c'est possédé par la même entreprise. Hein. On va dire que vous avez besoin de mettre juste ce qu'il faut de mots-clés pour que YouTube comprenne que votre vidéo répond à la requête. Quand je dis juste ce qu'il faut, c'est que parfois même le champ sémantique suffit. J'avais fait des études justement citatives là-dessus sur les chaînes de mes clients pour constater qu'il y avait des vidéos qui rankaient dans la recherche sur des requêtes où les mots-clés ne correspondaient même pas du tout ni au titre ni aux mots-clés de la description. Juste que c'était suffisamment similaire dans les champs sémantiques pour que ça passe. Et surtout, en fait, la deuxième couche de l'algorithme, c'est celui qui va classer les vidéos les unes par rapport aux autres. Et dans la recherche, vous avez intérêt à sortir dans les 5 premières, on va dire, et pas surtout pas en 200e position. Et c'est là où, en fait, la mécanique de clic sur YouTube, qui va provoquer le clic, va être un sentiment de curiosité, un sentiment de manque, enfin, toutes des mécaniques de titres, comme des titres de journaux, par exemple, ou des titres de magazines, des années qui savent faire ça. En fait, ces mécaniques-là qui suscitent le clic, généralement, vont un peu à l'encontre des mécaniques de SEO. Donc, en fait, il faut un peu choisir, soit je fais un titre ultra descriptif avec tous mes mots-clés, mais ça va pas ranker, soit je fais un titre qui va plus aller chercher de la curiosité et donner envie aux gens de découvrir la vidéo. Il y a plus de chances que ça rank. Donc nous, on a plutôt tendance à payer à fond la deuxième stratégie. Tu parlais de champ sémantique, tu peux expliquer un peu plus ce que c'est le champ sémantique. Est-ce que c'est un rapport avec le titre ou avec la description ou on va parler des différentes fonctionnalités d'une chaîne YouTube juste après, mais juste pour savoir, tu vois, par rapport à ce que tu as dit juste avant. Ouais, en fait, donc sur YouTube, il y a tous les mêmes outils qu'on peut retrouver sur un blog. On a un bloc de description, on a un bloc sur lequel on peut mettre des tags. On a évidemment le champ titre sur lequel on peut mettre les mots-clés qu'on a envie d'utiliser. Bon, la boîte de tags, YouTube eux-mêmes disent que ça ne sert absolument à rien sur la performance des vidéos. Je sais pas pourquoi ils la gardent, peut-être pour le ciblage publicitaire éventuellement. Le titre, moi selon mes tests, je me suis rendu compte que le titre continuait d'être pertinent. C'est-à-dire que si j'ai testé sur une toute nouvelle chaîne où il y avait 0 vidéo, et je changeais le titre en mettant soit le mot-clé, soit pas le mot-clé, pour voir si c'était recommandé par YouTube ou pas. Et au moment où je mettais le mot-clé que je voulais, qui était un peu spécifique hein, quand même, c'était proposé, alors que dans l'autre cas, ça ne l'était pas. Donc le titre est bien le seul endroit où peut-être ça peut être intéressant de mettre son mot-clé. Mais comme je te disais, sans aucun problème que des fois, en mettant un mot un peu similaire, mais qui n'est pas le mot-clé en question, on peut ranker. Exemple que j'avais étudié, par exemple, c'est une chaîne qui faisait des vlogs de voyage, et donc il y avait une vidéo sur, je crois, c'était la van life en Suède, par exemple, un truc comme ça. Ouais. Faire un voyage d'un mois en Suède. Et la vidéo numéro 1 qui sortait sur YouTube, c'était road trip en Scandinavie. Il n'y avait pas van life, il n'y avait pas Suède, mais c'était Scandinavie. Et YouTube est assez malin, on va dire, pour comprendre que Scandinavie et Suède, ça répond un peu à la même demande. Surtout quand YouTube propose cette vidéo-là, et que les gens qui ont rentré Suède et cliquent sur Scandinavie, YouTube se dit c'est bon, ça match. Et en plus de ça, pour vous expliquer pourquoi il y a vraiment zéro besoin de mettre les mots-clés dans la description, dans la boîte de tag, etc. Au moment où on upload une vidéo sur YouTube, YouTube va faire un transcript de tout ce qui est dit, toutes les paroles dans la vidéo, en faire un texte. Tout ça, c'est évidemment analysé. Si vous voulez voir un peu la puissance de Google là-dessus, vous pouvez aller voir sur comment ça s'appelle dans les Google Cloud, il y a un truc, je ne sais plus le terme, mais tapez Google Cloud et il y a un service où on peut mettre un texte et il va vous dire exactement de quoi parle ce texte, est-ce que c'est positif, négatif, est-ce qu'il y a des gros mots, enfin voilà. Et en fait, on comprend très rapidement quand on voit ça que instantanément aujourd'hui, les outils de Google, ils sont capables, en plus avec les... Oups là, pas un coup dans le micro. En plus maintenant, avec les outils d'IA, type de ChatGPT, etc., ça te paraît évident qu'ils ont ce qu'il faut pour analyser ça. Et donc en fait, on est, mais depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit, dans une phase où, pour une plateforme comme YouTube, c'est bien plus fiable de se baser sur la data et ce qui est dit dans la vidéo que de se baser sur sur les informations que l'utilisateur rentre. Parce que c'est trop facile et il y a trop de... L'humain est trop malhonnête et donc il essaie toujours de biaiser le jeu. Donc ça fait très longtemps que YouTube donne plus aucun crédit aux tags et aux descriptions de vidéos. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais. Ok, d'accord. Donc, si je résume, je me dis, bon, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui disent que il faut mettre des bons tags, avoir une description optimisée pour le référencement, tout ça. Mais c'est pas forcément le cas d'après ce que tu dis. Toi, tu dis plutôt que il faut mieux regarder analyser
les nombreuses statistiques qu'il y a derrière une vidéo, enfin dans le YouTube Studio, quoi, en tout cas, pour bien comprendre ce que les gens recherchent, ce qui peut fonctionner. Et en utilisant des mots similaires, pas forcément les mêmes, on peut, des synonymes ou autres, hein, on peut quand même arriver à apparaître dans le top 5 des recherches, quoi. D'accord, très intéressant. Maintenant, pour continuer, pour bien comprendre, parce que là on a parlé de YouTube Studio, description, titre, tout ça, c'est quoi les différentes fonctionnalités que propose une chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaîne YouTube? Une bonne question parce que au fil du temps, YouTube s'est pas mal étoffé et YouTube, c'est un peu l'ogre qui a envie de bouffer tous les autres réseaux. Alors ils le font pas forcément très bien d'ailleurs sur chaque fonctionnalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur YouTube, on peut héberger des podcasts, on peut faire des lives, on peut faire des formats courts verticaux, on peut faire des formats longs horizontaux, on peut faire des playlists, on peut faire des posts communautés, on peut poster des photos, on peut mettre des carousels. En fait, on peut mettre des sondages. En fait, on a vraiment ça regroupe les fonctionnalités de beaucoup d'autres plateformes. Et ce qui est plutôt intéressant dans l'idée, hein, parce que c'est souvent le hub central d'un créateur de contenu, YouTube. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de créateurs, soit ont commencé sur YouTube et ensuite mettent des petits bouts un peu à droite à gauche sur d'autres réseaux pour ramener vers leur chaîne YouTube. Sinon, on a beaucoup de créateurs qui percent sur d'autres plateformes, qui, quand ils ont réussi sur une autre plateforme, se disent OK, maintenant je m'attaque à YouTube. Donc ça reste toujours le end goal quand même d'aller s'attaquer à YouTube derrière pour beaucoup de créateurs. Donc c'est assez logique que YouTube essaie de faire un peu tout, mais aujourd'hui, si tu veux faire que du live pour une chaîne Twitch plutôt que de le faire sur YouTube, si tu veux faire que des formats courts verticaux, mets-toi sur TikTok plutôt que d'aller sur YouTube. Ouais. Par contre, le seul réseau sur lequel YouTube est leader depuis toujours, c'est la vidéo horizontale entre 10 minutes et 1 heure. Ça, c'est le truc, c'est the place to be, et c'est le format qui, à mon sens, est le plus intéressant parce que c'est un format qui permet d'être suffisamment long pour créer une connexion avec son audience et suffisamment court pour pouvoir générer beaucoup de vues et générer de la viralité. Parce qu'évidemment, une plateforme de podcast qui génère de la viralité, c'est vachement difficile parce que chaque écoute dure 1 heure. Donc, c'est vachement dur de collecter suffisamment de data pour savoir quel contenu recommander. À l'inverse, un TikTok, quand on va scroller 12 contenus par minute, ils collectent de la data en masse et donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'identifier les contenus qui te plaisent et créer de la viralité sur des contenus très 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 courts. Donc, d'un côté, on a TikTok avec viralité mais aucun attachement au créateur. Après, on a les podcasts avec un énorme attachement au créateur, mais pas de viralité. Et YouTube se situe au milieu, en fait, à l'interface. Et c'est pour ça que j'aime autant ces formats 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, que c'est des formats dans lesquels on a le temps de montrer nos valeurs, montrer tout ce qu'on peut apporter, montrer notre expertise, tout en bénéficiant des côtés viraux qu'apporte la plateforme. Donc, c'est pour ça que c'est un bon mix, quoi. Ouais, exact. Et tu t'as très bien résumé le truc. C'est vrai que une chaîne YouTube, bon, ça prend du temps, hein, tu l'avais dit en off avec moi tout à l'heure, mais ça peut prendre du temps de créer une chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux en apporter des précisions là-dessus. Jusqu'à... En fait, on en avait parlé, tu avais dit un peu l'erreur que les entrepreneurs font, c'est qu'ils veulent se précipiter et ils pensent avoir des résultats au bout de 2 mois, mais c'est pas vraiment le cas. Bah, vas-y, tu peux continuer. Ouais, c'est ça, c'est pas une plateforme où on va gagner sur du court terme. Certains clients, par exemple, qu'on refuse parce que d'emblée, quand on leur propose un accompagnement, ils nous disent mais ce sera quoi mon ROI et quand est-ce que j'aurai récupéré mon argent? Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois? Ça, c'est impossible à dire parce que ça dépend du rythme de publication, ça dépend de si ça va être des sujets grand public ou pas grand public, et ça va dépendre surtout de leur mécanique de conversion derrière pour signer leurs clients et de ce qu'ils vont vendre derrière et tout ça. C'est pas vraiment c'est pas une plateforme pour mesurer du ROI. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu peux demander à 100% des créateurs YouTube qui ont commencé, on va dire, il y a plus de 2 ans et qui ont leur chaîne YouTube active, ils vont tous te dire que c'est le meilleur investissement de leur vie. Parce que, voilà, sur le long terme. Par contre, tu interroges des créateurs qui ont commencé il y a 1 mois, tu en as 95% qui vont te dire aucune idée si c'est une bonne idée là, ce que je suis en train de faire, je perds du temps, je passe, voilà. Donc c'est vraiment une plateforme qu'il faut penser sur le temps long. On dit souvent YouTube, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et c'est particulièrement vrai, plus que d'autres réseaux sociaux. Donc ça demande pas mal d'endurance. Ça demande aussi probablement de prendre plaisir dans le process. Et ça, c'est important. Je fais vraiment gaffe à ça. On a eu des clients qui étaient ultra motivés et qui voulaient booster leur business à fond, etc. Et qui voulaient partir sur les formats de vidéos les plus exigeants, les formats essais. Hein, ça va être des vidéos de 30-40 minutes avec des analyses complexes, des vidéos très scriptées, etc. Et même avec des gens
ultra motivés, généralement, ils tiennent pas 2-3 vidéos, quoi. Donc, nous, on a appris à les amener petit à petit vers des contenus de plus en plus complexes que à vouloir faire les meilleurs contenus tout de suite. C'est pas un sujet qui, toi, te passionne, ou si t'aimes pas écrire des vidéos, t'aimes pas les monter, voilà, ça va être vite épuisant. Donc, quand on part de zéro, il faut accepter le process, il faut accepter que les premières vidéos seront nulles. D'ailleurs, ça doit vous décoincer de publier la première. Souvent, c'est dur de publier la première vidéo. Dites-vous que la première, elle est nulle sur toutes les chaînes. Allez voir mes premières vidéos, c'est horrible, c'est cringe, mais je les laisse pour le plaisir. Et tous les créateurs, c'est comme ça. Ouais. Donc, c'est pas grave. Et c'est la partie du process, et on apprendra beaucoup plus vite à publier 10 vidéos imparfaites plutôt qu'à 3 mois essayer de faire une vidéo parfaite, qui de toute façon sera 5 fois plus nulle que celle que vous ferez dans un an. Voilà, c'est la partie du process. On peut toujours les mettre en non répertorié après s'il faut. Non, mais c'est ça. Ça fait partie de notre job aussi, en fait, l'air de rien. Horizontal. Vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas beaucoup, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça augmente avec le nombre des années, en fait. Bien sûr. Moi, quand j'ai commencé, mes 30 premiers abonnés, je pense que c'était les plus durs. C'était horrible. J'ai galéré à choper mes 30 premiers abonnés. Hein. C'était dur, ça a pris un mois, un truc comme ça. Et tout le monde me disait, mais fais de la pub, c'est nul, t'y arriveras jamais. Enfin, moi, je recevais des commentaires comme ça. Et aujourd'hui, 3-4 ans, c'est ça qui fonctionne le mieux, quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus, les contenus que vous allez créer au début feront peut-être pas beaucoup de vues au début, mais sur YouTube peuvent faire des vues sur le long terme. Il faut jamais mesurer une semaine après publication, mais vraiment mesurer sur le temps long. Et ouais, ce que tu dis est assez intéressant. Et en fait, tu vois, ma réaction a été de dire 68 vues, c'est très peu. Parce que je me réfère par rapport aux perfs qu'on a avec nos clients. Mais en même temps, nos clients, ils investissent, donc c'est normal qu'ils aient plus que ça. Oui. Mais d'un autre côté, je sais aussi que quand tu démarres une chaîne YouTube et que tu te dis, attends, j'ai eu 68 personnes qui m'ont regardé et m'ont écouté pendant 5 minutes d'affilée. Ouais. Combien de fois dans ma vie j'ai pu être devant 68 personnes et que j'ai eu 5 minutes de temps de parole où ils m'ont écouté attentivement? Pas souvent, en fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je les ai pas forcés, c'était pas une pub, je les ai pas forcés à regarder, c'est pas un swipe automatique qui leur a mis ça devant les yeux. Ils ont décidé de m'écouter et ils m'ont écouté pendant 5 minutes en moyenne. Waouh, c'est cool. Et ça, l'air de rien, la première fois que tu fais une vidéo qui fait 10 000 vues, j'ai dit, waouh, là j'étais dans un stade de foot, quoi. J'ai eu le micro et j'ai parlé 5 minutes dans un stade de foot. C'est monstrueux, en fait. C'est énorme. Et ça, on s'en rend pas on s'en rend pas compte, quoi, souvent. Bah, surtout sur la durée d'écoute, 5 minutes. T'as aucun autre format actuellement sur les réseaux sociaux qui dure 5 minutes, où les gens ils t'écoutent pendant 5 minutes. TikTok, elle a 2 ou 3 secondes de première d'accroche. Là. Si ça marche pas, il swipe. Instagram, les réels. Adam Mosseri, il a dit là, il y a à peine une semaine, enfin même hier, je sais plus, mais très récemment, il a dit on va mettre tout le paquet sur les réels. Les réels de 7 secondes, là, j'ai vu ça là tout à l'heure. C'est eux qui vont qui cartonnent le plus, tu vois, 7 secondes. À comparer avec ces 5 minutes. C'est de la dopamine rapide, quoi. C'est du shot. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que, comme tu le dis, des personnes qui sont prêtes à t'écouter pendant 5 minutes, aujourd'hui, dans un monde où l'accroche, c'est en moyenne 5 secondes, enfin, le temps maximal, c'est très intéressant. Ça démontre un intérêt très fort, quoi, pour quelque chose. Donc, c'est une belle preuve d'attention, quoi, en tout cas. C'est vrai que c'est difficile à faire comprendre parfois à des personnes qui ont de la viralité ailleurs. Que toutes les plateformes parlent en nombre de vues, essayer de faire comprendre qu'une vue TikTok ou une impression sur un post LinkedIn et une vue YouTube ne sont pas pareilles, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et ça peut être grisant quand on se lance sur les réseaux, qu'on fait de la vidéo sur plein de réseaux en même temps et qu'on se dit waouh, j'ai eu 50 000 vues sur un TikTok et ma vidéo YouTube elle a fait que 100 vues. Ouais, mais en fait, tu calcules en watch time et en temps d'attention, en partant du principe aussi que c'est 100 personnes, tu les as probablement beaucoup plus accrochés que n'importe laquelle des 50 000 qui t'ont vu sur TikTok. C'est peut-être pas mal, en fait, 100 vues. Donc, il faut juste qu'on apprenne à les traduire, les vues, entre les deux. C'est exactement ça. Moi pour faire... dans mon Media Kit, pour mon podcast, j'explique que un réel, c'est environ 3 secondes d'attention, par exemple, Insta. Mais un épisode de 30 minutes... sur un podcast, une personne t'a écouté 30 minutes, c'est 3600 secondes d'attention. C'est ce que j'explique comme ça, quoi. Ou 1600. Bon, je suis pas bon en calcul, moi. 3600, ça fait 60 minutes. Mais en tout cas, mais mes podcasts durent environ entre 50 et 1 heure. Ouais. Voilà. Alors, ça va être la moitié de 3600. Ça va être 1800. Bon, écoute, voilà. 1008, allez. GG. Toi, t'es bon en calcul. Enfin, voilà, quoi. Ok. Alors, maintenant, on va parler des étapes de lancement d'une chaîne YouTube. C'est quoi les principales étapes
pour lancer sa chaîne YouTube? À quoi il faut penser? Stratégie, etc. Bonne question parce que en fait, il y a de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Le truc qu'on va éviter de faire aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube garage, c'est-à-dire leur mettre, on va héberger nos vidéos d'entreprise. On tire profit de aucun avantage de la plateforme. Après, on peut avoir une méthode effectivement un peu plus SEO centrée sur le moteur de recherche. Peut être une stratégie en soi, de dire je veux cibler des gens qui ont un problème très précis, je réponds, mon entreprise répond. Donc les gens qui ont ce problème tellement douloureux qu'ils vont chercher sur YouTube une solution, je veux apparaître dans les solutions. Donc ça, on va dire que c'est le niveau 1 de YouTube qui va vous permettre en fait d'avoir des personnes très qualifiées qui arrivent à vous. À vous après de voir comment vous voulez les convertir. C'est aussi pour ça que c'est une méthode qui est beaucoup utilisée par les infopreneurs, les vendeurs de formation, etc. Parce que eux, tout leur intérêt, c'est pas de construire une audience sur YouTube. Leur intérêt, c'est de dire quelqu'un qui a un problème douloureux et qui l'exprime, je vais être le premier dessus, choper son mail et lui vendre après quelque chose. Et c'est fine en fait, c'est très bien d'avoir cette méthode-là. Ensuite, le niveau 2, c'est d'utiliser YouTube, comme je te disais, pour ses capacités de réseau social et donc de faire des contenus qui vont vidéo après vidéo satisfaire une même audience et faire en sorte que cette audience devienne captive, qu'elle revienne et que soit elle recommande à ses proches, soit que surtout les algos recommandent à des personnes qui ont des comportements similaires à ces personnes-là, et donc fasse effet boule de neige, fasse grossir l'audience. Ça, moi, c'est vraiment ces chaînes-là qui m'intéressent beaucoup. C'est là où on va avoir des stratégies plutôt d'expertise, on veut se poser comme étant top of mind sur un sujet, ou bien des stratégies autour de création de communauté, avec des croyances assez fortes, où on va se réunir autour de ça, ou du personal branding. Personal branding, ça marche très bien aussi comme ça. Et donc du coup, ça veut dire, pourquoi je raconte tout ça, c'est que c'est important de définir avant de commencer sa chaîne, quelle stratégie voulez-vous mettre? Est-ce que vous voulez être en mode SEO pur et je veux des résultats, je veux gagner des sous très vite, mais je ne construirai pas de communauté? Est-ce qu'on va aller chercher de la viralité pour qu'un maximum de gens connaissent nos produits, nos services, et se poser un peu comme top of mind sur le sujet? Enfin voilà, il y a plein de stratégies possibles, il faut déjà réfléchir à ça avant parce que il n'y a pas une seule voie qui marche, en fait, il y en a plein. Donc il faut les explorer. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va essayer de trouver les bons formats de vidéos. En fait, des formats, il y en a presque une infinité. C'est-à-dire que tu as, je crois qu'il y a 24 formats originels. Donc là-dedans, tu vas avoir les vlogs, les tops, les tutos, les story time. Enfin voilà, on en a plein de formats comme ça originels. Et aujourd'hui, sur YouTube, faire juste un format, tu fais un top 10 de quelque chose aujourd'hui, c'est plus suffisant. Ça marchait il y a 10 ans. Aujourd'hui, il faut que ça se soit mixé avec un deuxième format. Donc si tu fais un top 10 avec un challenge, ça peut marcher. Un top 10 divertissant, pourquoi pas. Tu fais un tuto mélangé à du vlog, ça peut marcher. Aujourd'hui, on essaie de mixer plusieurs formats. Là, ces formats-là, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il y a ceux qui vous font rêver, les formats que vous consommez sur YouTube directement et tout ça. Et puis il y a ceux qui sont adaptés à vous. Et c'est pas toujours les mêmes. Donc là, le meilleur moyen, c'est de tester. En fait, faut essayer, faut se jeter dedans. Au début, moi, mon conseil, c'est que sur les 10 premières vidéos, vous vous en fichez complètement de l'audience. Vous en fichez si ça plaît pas, ça marche pas. Vous regardez surtout, est-ce que ça a été douloureux pour moi? Est-ce que j'ai pris du plaisir? Est-ce que j'ai pu passer mon message comme je le voulais? Et si vous cochez un peu les 3 cases, enfin pas les 3 cases, faut pas que ce soit douloureux justement. Mais si c'était fluide pour vous, que vous avez adoré faire ça, et que vous dites, bah en fait, c'est un peu l'image que j'ai envie de renvoyer, et ben bourrinez ce format-là, et à ce moment-là, vous l'améliorerez pour aller chercher de l'audience derrière. C'est plutôt comme ça que je conseille de le faire, plutôt que de trop se prendre la tête au début. D'accord, donc très intéressant cette histoire de niveau. Niveau 1, c'est pour les infopreneurs, formateurs qui vendent des formations. Par exemple, mon cas, par exemple, sur ma chaîne YouTube, où là, moi, je me base sur des requêtes, des points de douleur clairement de ma cible. Et du coup, il faut avoir une cible précise quand même. Il faut avoir une idée précise de l'audience à qui on s'adresse. Problématique. Donc, il faut faire un petit travail de recherche quand même là-dessus. Niveau 2, là, on est plutôt sur la création de l'audience, de la viralité, c'est ça, se faire recommander par... Et ça, du coup, si niveau 1, l'objectif, c'est de générer des prospects qualifiés via un lien en description ou quoi, le niveau 2, l'objectif d'être viral, c'est pas forcément un objectif financier. Ça peut être un objectif financier sur du plus long terme. Je vais te donner un exemple. Peut-être la chaîne de Yann Leonardi, si ça te parle. Oui. C'est une chaîne de marketing. Donc, il a commencé sa chaîne, comme beaucoup de marketeurs, en faisant des tutos où il expliquait un peu les termes du marketing. C'est quoi l'acquisition, etc. Enfin voilà, il faisait des définitions comme ça. Donc, du contenu niché, plutôt pour le moteur de recherche, en se disant, toutes les personnes qui disent c'est quoi l'acquisition en marketing, ils vont tomber sur ma vidéo. Sauf qu'en fait, en faisant ça, tu touches 3% ou 5% peut-être de ton audience potentielle. Parce que les 95% restants,
soit ils n'ont jamais entendu parler du mot acquisition et pourtant ça les intéresserait de savoir, soit ils ont déjà entendu parler mais ils vont pas prendre la peine de le chercher. Donc en fait, tu te prives d'une énorme partie de l'audience. Donc oui, bien sûr, tu vas attirer des touristes. Quand tu fais des contenus très grand public, tu vas attirer des touristes, mais tu vas aussi attirer tous les gens qui ont besoin de toi et de tes services et qui ne savent pas qu'ils en ont besoin. Je reprends cet exemple de Yann. Un jour, il a fait un peu par hasard une analyse de, je crois que c'était le slip français, analyse marketing du slip français. Ouais. Et Ouais. en faisant ça, il a vu que sa vidéo avait vraiment bien décollé, surtout dans les commentaires, il a vu qu'il y avait des super retours. Il s'est dit, ok, là j'ai un truc qui est assez intéressant. Son but, c'est pas de devenir super youtubeur, hein. Et il s'est dit, là, je passe au next step, là, je passe à l'étape d'après. Et ensuite, il est parti vraiment sur ce format-là où en fait, il fait découvrir le marketing à beaucoup de gens. Et ça amène à des opportunités du style, je sais pas si tu connais l'anecdote, mais un jour, il a reçu dans ses DM Instagram un message de Orelsan qui lui dit tiens, avec ma femme, on adore regarder tes vidéos. Ça fait 6 mois, 1 an qu'on regarde toutes tes vidéos, on trouve ça trop bien. Là, en ce moment, j'ai besoin d'un coup de main sur une de mes marques, sur la partie marketing. Pensez direct à toi, est-ce que tu peux m'aider? Et donc, en fait, c'est là où je te dis que tu vas aller chercher, tu vas être top of mind et que tu vas chercher des clients high ticket. C'est que les clients high ticket, Orelsan, il cherche pas à apprendre le marketing ou à se former sur le marketing. Il va pas chercher comment faire de l'acquisition pour ma marque de t-shirt. Tu vois, lui, il va soit regarder dans son réseau, en tout cas les personnes qu'il connaît, où il se dit cette personne, j'ai confiance en elle, j'ai confiance en son expertise. Ouais, il va demander dans son entourage, bouche à oreille, etc. Et donc en fait, une stratégie de contenu expertise, ça permet de provoquer ça. Un autre exemple, on accompagne plusieurs chaînes YouTube d'experts comptables. Et on en a certaines qui ont une stratégie purement SEO. Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est que quand quelqu'un cherche quel statut d'entreprise ils doivent déposer, ils veulent arriver en premier pour qu'on les contacte en premier, pour qu'ils créent leur boîte chez eux. C'est très bien, ça ramène du business, c'est impeccable. Et à côté de ça, on a une autre chaîne qui s'appelle Bienvenue au cabinet, où là, Jérôme est aussi expert comptable. Il a aussi son cabinet d'expertise comptable, pareil, mais il fait moins de la masse. Lui, il a son petit cabinet, alors que les autres sont un cabinet plutôt en ligne et beaucoup plus gros. Donc lui, il a pas besoin d'avoir 3000 nouveaux clients par mois, en fait. Contre, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des clients excitants, d'avoir des clients qui cherchent quelqu'un d'hyper pointu, quelqu'un, la bonne personne. Donc, en faisant des vidéos plutôt analyse, essai, justement, où lui, il décrypte les comptes de grandes entreprises, créateurs de contenu, etc. Et il arrive à toucher des clients beaucoup plus intéressants. Ok, super. Moi, j'ai adoré quand tu as expliqué l'anecdote avec Orelsan, trop bonne. Ouais, bah, je me permets de la raconter parce que c'est vrai qu'il la raconte régulièrement aussi. Donc, Ouais, bah, en fait, je la connaissais pas. Donc, ok, j'avais pas suivi jusque-là. Ah, d'accord. Donc, voilà, bon, les trois niveaux. Et le troisième niveau, donc, j'ai un peu oublié ce que c'était, ou il y en avait peut-être pas trois, en fait. En fait, il y avait le niveau 0 qui est le stade où on héberge les vidéos d'entreprise sur la chaîne YouTube et qu'on n'en fait rien, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la stratégie qui est utilisée par les grands groupes. Carrefour, Poste, etc. Moi, ça me fait halluciner de voir que, par exemple, EDF, une entreprise qui a, je sais pas, 30 millions, 40 millions de clients, 30 000 collaborateurs, les vidéos YouTube sur la chaîne d'EDF font 150 vues. Ça me fait halluciner, en fait. Ça n'intéresse même pas les gens qui ont créé la vidéo elles-mêmes ou les gens qui sont dans la boîte. Oui. Je pense que les très très grosses boîtes multinationales et tout, pour avoir travaillé déjà avec des multinationales, les chaînes de validation sont tellement complexes. Ils sont cadenassés par les avocats de ces boîtes-là. Donc, je pense que la vidéo YouTube, un post Instagram, ça prend un mois de validation. Alors, bon courage pour une vidéo YouTube de 15 minutes. Quoi. En fait, ce qui est intéressant pour ces boîtes-là, c'est de faire des chaînes pirates ou des chaînes secondaires, en fait. Je trouve ça très drôle de voir que YouTube eux-mêmes, ils ont une chaîne officielle qui publie les vidéos officielles qui n'ont pas beaucoup de vues en organique, en fait. Enfin, ils ont des vues parce qu'elles sont poussées dans les YouTube Studios, tout ça. Et ils ont une chaîne non officielle, par des ingénieurs des équipes de développement de YouTube, qui s'appelle Creator Insider, et qui marche très bien. Mais c'est acté, c'est volontaire, c'est pas officiel. Donc, des fois, il y a des problèmes de son, c'est pas grave. Le décor, il est pas super clean. Et du coup, ça ressemble beaucoup plus à un contenu authentique, et du coup, ça marche mieux. Je connaissais pas, j'irai voir ça. Ok. Bah écoute, ça marche. Alors maintenant, j'ai une question. C'est quoi? Alors, on parlait des shorts tout à l'heure. Tu parlais du contenu verticaux
vidéo, c'est quoi les différentes stratégies d'utilisation des shorts? Parce qu'une fois que l'entreprise se dit, OK, on va créer des vidéos horizontales, est-ce qu'on crée des shorts qui sont des extraits de cette vidéo ou des shorts à part entière? Enfin, ça marche comment en général? Alors, je suis pas un expert des shorts, déjà parce que c'est un format qui, moi, à titre personnel, me plaît moins et sur lequel voilà, on n'a pas décidé de craquer cette partie-là de YouTube, même si on en fait pour certains clients. Les extraits, c'est rarement une solution qui marche bien. C'est-à-dire que les shorts ont leur propre algorithme de recommandation. Il est assez différent de l'algorithme de recommandation des vidéos longues. Et donc, il faut qu'une vidéo verticale se suffise à elle-même. Donc, un extrait d'une vidéo se suffit rarement à elle-même. Seul cas où ça marche plutôt bien, c'est des extraits de podcast où la personne raconte une anecdote. En général, ça marche bien. Quand on démarre avec une anecdote je vous ai raconté la fois où il s'est passé machin truc, et là, il y a quelque chose d'intéressant dedans, ça peut fonctionner tout seul. Donc, les extraits de vidéo, on évite, ou alors il faut les rebrander dans une histoire avec une voix off ou un truc comme ça éventuellement. Ce qui n'est pas forcément déconnant parce que sur YouTube, pour le coup, une fonctionnalité où quand on poste un short, on peut la lier avec une vidéo longue. Donc, déjà, l'algo comprend que si la personne a aimé le short, on pourra peut-être recommander la vidéo longue derrière. Et surtout, le viewer peut décider d'aller cliquer pour vous depuis l'interface short pour aller voir la vidéo longue. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais en général, oui, on a plutôt des chaînes qui ont une stratégie short et puis des chaînes qui ont des stratégies contenu long. Et c'est rare. Les deux vont rarement ensemble quand même. D'accord. Ok. Ouais, intéressant. Oui, c'est vrai que moi, je mets sur ma chaîne, hein, si je prends mon cas, je mets des extraits de mon podcast et j'essaie de choisir effectivement un mot fort dès le début. Et puis bon. Mais c'est vrai que moi, ça permet j'ai remarqué dans les stats que ça permet d'aider à la découvrabilité de ma chaîne YouTube quand même. Donc c'est assez intéressant, mais la fonctionnalité dont tu parles, là, de lier à une vidéo, je le fais pas tout le temps. Des fois, je me dis. Donc, je suis pas, Pour les podcasts, je le t'as fais pas intérêt. hyper Pour les bien. podcasts, t'as vraiment intérêt de le faire, je pense. Ouais. Ah ouais, en fait, c'est vrai que c'est hyper important, en fait. Je vais aller revoir mes vidéos après. Voilà, c'est une bonne excuse pour le faire, quoi. Ok. Alors, comment on construit une vidéo YouTube, tu vois? Est-ce Très très bonne on question. peut s'inspirer de cas que tu connais? Alors, je vois qu'il y a plusieurs vidéos YouTube, hein. Tu parlais tout à l'heure de tutos, de vlogs. Il y a le podcast. Alors, le podcast solo, je pense qu'il y a des gens... moi aussi, des fois, je fais des épisodes solo. Mais moi, j'adore les interviews. Je trouve que c'est plus intéressant. Enfin, moi, c'est mon cas personnellement. Donc, comment on construit une vidéo, là? Est-ce qu'il y a des étapes essentielles? Dans l'ensemble, il y a des étapes que respectent les gros créateurs depuis très longtemps et que nous, on transmet à nos clients aussi, on les accompagne là-dedans. Première étape, c'est d'identifier les sujets à fort potentiel et de trouver des angles. Ça, nous, on le fait généralement en visio avec le client, en brainstorm, c'est vraiment en mode brainstorm. Pourquoi c'est si important? C'est qu'en fait, prenons un exemple. J'en sais rien, je parlais d'une recette de spaghetti bolognaise qui est absolument incroyable. C'est le meilleur spaghetti bolognaise que tu aies jamais mangé de ta vie. J'ai une idée de sujet. Déjà, il faut voir si c'est un sujet qui peut être potentiellement intéressant à traiter. Donc là, ça dépendra de ton audience, ça dépendra de la thématique de ta chaîne, etc. Mais imaginons que ce soit intéressant. Il va falloir trouver un angle. C'est-à-dire que si cette vidéo, je veux qu'elle performe dans le moteur de recherche, bon courage parce qu'il y a déjà probablement 4000 vidéos qui parlent de spaghetti bolognaise. Mais on peut aller voir, espionner, essayer de voir les bonnes pratiques, essayer de s'en inspirer, essayer de comprendre les bonnes durées de vidéos, etc. Bref. Si on veut que cette vidéo, au contraire, elle soit recommandée par les algorithmes de recommandation en page d'accueil, en suggestion, etc. sur YouTube, il va falloir créer une curiosité autour de ce sujet-là. Et juste faire une vidéo, si on n'est pas connu, on fait juste faire une vidéo la meilleure recette de spaghetti bolognaise, peut-être pas suffisant. Tu vois. Donc souvent, en fait, on va essayer de trouver un angle. Bon, je vais pas faire un cours ici, mais ça se fait avec différentes techniques. Une technique qui marche bien, c'est d'essayer de trouver une contradiction. C'est-à-dire prendre quelque chose que tout le monde prend pour acquis et de pitcher le contraire. Donc, par exemple, si tu fais une recette, si tu appelles ta vidéo « Vraie recette des spaghettis bolognaise comporte 0 g de viande », entre parenthèses, j'ai halluciné, tu vois, un truc comme ça. Là, d'un seul coup, tu dézingues un peu une idée reçue et du coup, les gens vont se dire « Ah bon, c'est bizarre, bon, je vais aller voir ». Alors, il faut qu'il y ait un fond de vérité derrière, il faut que tu arrives soit à te retourner sur le truc, mais en tout cas, voilà, on crée des angles pour que on sache sur quoi on va appuyer pour susciter l'intérêt auprès des gens. Une fois qu'on a trouvé cet angle, on va passer à l'étape du script. Un script, ça peut être un texte complet de 40 pages rédigé mot par mot. Ça peut être 3 bullet points. Donc ça peut être et tout ce qu'il y a entre les deux.
D'accord? C'est pas indispensable d'avoir des scripts complets écrits, tournés au prompteur. Et donc sur cette étape de script, la partie la plus importante, c'est le début de la vidéo, c'est l'accroche. Ça, c'est la partie où nous on recommande à tout le monde au minimum de l'avoir écrite, parce que le choix des mots est important, il faut être un peu catchy, il faut essayer de faire des phrases relativement courtes, essayer de pas faire des grandes tournures de phrases littéraires, etc. Pour justement maintenir l'attention dès le début et renforcer la curiosité qui a été piquée grâce au titre et à la miniature. Et c'est pour ça qu'on trouve l'angle qui va nous donner le titre et la miniature derrière, on trouve ça en premier, parce que de là va découler l'intro de la vidéo. Parce que si j'avais pas choisi le fait que c'était des spaghettis bolognaise sans viande, j'aurais peut-être commencé en disant, pour une bonne recette de spaghettis, commencez par prendre 200 grammes de spaghettis par personne, etc. Alors que là, je vais commencer peut-être en disant, je sais pas, je suis au supermarché, et 100% des pots de spaghettis bolognaise contiennent de la viande. Regarde, la viande. Et pourtant, la vraie recette, elle n'a pas un gramme de viande. Regarde, et j'en apporte la preuve, etc. Et donc tu démarres en choquant un peu les gens et en renforçant le côté, voilà. Et donc ça, si j'avais pas trouvé mon angle avant, j'aurais pas pu la faire, cette intro. Ça, c'est une difficulté qu'on peut avoir des fois, c'est quand des clients à nous disent, bah tiens, voilà ma vidéo, elle est finie. Maintenant, trouve-moi un titre et une miniature qui va bien. Bah, généralement, on dit, on avait des bonnes idées, mais là, c'est fini, on peut pas retoucher l'intro, malheureusement. Donc, dans le process, en général, on fait ça dans cet ordre-là. Et donc, une fois qu'on a fait le script, après, il faut faire le tournage. Donc là, on va pas rentrer dans le détail du matériel, mais en gros, on a tous aujourd'hui une caméra et un micro dans la poche. Ça suffit largement pour démarrer une chaîne YouTube. Le plus important, c'est d'avoir un bon micro d'abord, le son, puis des lumières. Donc soit vous avez la lumière naturelle du ciel avec un rideau qui diffuse un petit peu, des lumières comme j'ai là de studio, mais ça c'est les éléments les plus importants, et la caméra c'est le dernier truc qu'on achète. Donc voilà, et donc pour tourner, on a 3 façons de tourner, du coup, une fois qu'on a notre script. Soit on tourne en impro, j'ai fait mes bullet points, je blablate pendant super longtemps, je fais tout mon texte. Donc ça c'est vachement facile à tourner, ça c'est bien pour les gens qui sont à l'aise à l'oral, mais ça demande beaucoup de boulot au montage. C'est-à-dire qu'au montage, il va falloir tailler dans le gras, enlever les phrases qui vont se répéter, essayer de voir les moments où on a quitté un petit peu la ligne éditoriale de la vidéo. Donc ça va être beaucoup plus compliqué en termes de montage. Ça peut être un bon apprentissage aussi. L'opposé du spectre, on a le script sur prompteur. Donc là, ça nécessite d'avoir un outil supplémentaire. Ça peut avoir une sonorité un peu plus robotique. Nous pouvons avoir l'impression, quand nous avons un script devant les yeux, de parler de façon un peu trop littéraire. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, en général, ce que je recommande là-dessus, c'est de relire son script à voix haute et modifier les mots tels qu'on les dit à l'oral. Par exemple, moi, je dis qu'on les dit. Je dis pas que nous les disons. Ça se dit ça? Oui, c'est ça. Ouais. Il fait chaud. Pas très fluide. Donc, moi, sur mon script, quand je fais au prompteur, j'écris des bas, des et donc, voilà, tous ces petits trucs-là qui vont rendre la parole beaucoup plus naturelle. Et puis, l'entre-deux que moi j'aime bien proposer pour les clients qui sont pas encore très chauds d'aller sur le prompteur, c'est en fait d'avoir son script qui est déjà tapé, mais sans faire trop attention aux tournures de phrases. En fait, quand tu tournes ta vidéo, tu as ton script à côté, tu regardes la phrase, tu dis ok, j'ai chopé l'idée principale, hop, et là tu tournes ta phrase. Après, je regarde la phrase suivante, ouais, j'ai l'idée principale. Et là, souvent, on la reformule dans notre tête, on la dit de façon relativement naturelle. Et au montage, on a juste à couper et à mettre les bonnes phrases dans le bon ordre. Donc voilà un peu comment on peut tourner les vidéos. Ensuite, on a l'étape du montage. Le montage vidéo qui est pas si difficile que ça, en fait, quand on apprend, mais qui peut être très chronophage. C'est pour ça que beaucoup de créateurs veulent s'en décharger en premier. Là aussi, pour le montage, le principal, c'est le début de la vidéo. C'est là où on veut garder l'attention des personnes. Plus on avance dans un montage, moins il y a besoin de mettre de plans d'illustration, de trucs comme ça, de musique, etc. Et une fois qu'on a fait le montage, on a donc titre et miniature à finaliser. C'est vrai que c'est bien si on avait déjà des idées de ce qu'on voulait mettre dessus. Miniature, c'est la petite vignette qui apparaît sur YouTube et qui donne envie aux gens de cliquer. Et ensuite, la publication. Et donc là, quand on publie, il y a encore des petits trucs à faire, mettre les écrans de fin. C'est quoi, tu parlais de miniature juste avant, c'est quoi les éléments indispensables selon toi à mettre sur une miniature? Parce que j'ai l'impression que les miniatures, c'est quand même très important, tu vois, sur YouTube. Tellement important que c'est un métier, en fait, d'être media maker. Il y a des gens qui font ça à temps plein. Nous, on en a recruté une qui fait ça à temps plein chez nous. Elle a fait plus de 1000 miniatures l'année dernière. Et en fait, c'est tellement spécifique qu'en fait, il n'y a pas de métier qui amène spécialement à être media maker. On pense souvent aux graphistes, des gens qui maîtrisent bien Photoshop, etc. Mais j'ai souvent bossé avec des purs graphistes pour faire des minias.
et généralement, ils sont pas bons. Parce que ils sont trop attentifs à l'harmonie visuelle de l'ensemble. Ils vont passer beaucoup trop de temps pour être dans les petits détails. Et donc, ça va coûter très cher, ça va être très beau, mais ça fera pas cliquer. Moi, je préfère une mini à moche qui fait cliquer plutôt qu'une mini à super belle qui fait pas cliquer. En fait, toute la difficulté, et c'est là où Laurie, notre media maker, elle est suffisamment douée, c'est la partie créa, en fait. La partie où quel petit élément dans un coin de l'image qui a l'air de rien va nous faire poser une question dans notre tête qui fait qu'on a envie ensuite de cliquer dessus. Quel petit mot dans le titre va déclencher un petit rictus, un petit truc de là il se passe quelque chose d'étrange, j'ai envie de savoir. Et c'est ces petites choses-là qui, pour moi, font plus penser à de la créa dans la pub, par exemple, qui sont autant importants finalement que l'exécution graphique de la miniature derrière. Mais oui, c'est un job. Il y a des gens qui sont payés très très cher aux États-Unis pour faire ça. En France, ça commence à pouvoir enfin monter un peu les prix parce qu'on se rend compte à quel point c'est important pour les perfs d'une vidéo d'avoir les bonnes miniatures et les bons titres. Est-ce qu'il faut, on peut mettre un texte, il y a des recommandations dessus, préconisent au début, tu vois, quelqu'un qui se lance. Est-ce qu'il faut que le texte sur la miniature soit similaire au titre, ou il faut qu'il soit ou le complète, ou enfin des choses comme ça, un peu. C'est des bonnes questions, effectivement, c'est souvent des erreurs qu'on fait au démarrage. Miniature doit compléter le titre. Le conseil, c'est de ne pas remettre le même texte que dans le titre, quasiment jamais. Limiter le nombre de textes, c'est-à-dire que déjà, on va essayer de garder un seul bloc de texte au maximum. S'il y a le nom de l'entreprise quelque part, c'est déjà un bloc de texte. Qu'un seul bloc de texte avec 3-4 mots, grand max. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la majorité de la consommation de vidéos YouTube se fait sur smartphone. Sur smartphone, on scrolle. Et quand on scrolle, il faut qu'on arrive à comprendre une miniature en une demi-seconde. En une demi-seconde, on n'a pas le temps de regarder 3 blocs de texte. On scrolle aussi sur un écran qui est tout petit, donc si le texte est trop petit, on ne le lira pas. S'il y a du texte, je ne suis pas obligé d'en mettre. Et s'il y en a, il faut qu'il soit percutant, qu'il montre plutôt une émotion, une réaction, un truc qui va nous donner envie de ressentir un peu la même chose ou de gagner la même valeur, on va dire. Et après, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de... je ne peux pas vraiment te dire comment faire une bonne miniature, plutôt te dire toutes les erreurs courantes qu'on a l'habitude de voir. Templatiser, tout de suite se faire un template de miniature avec un contour de telle couleur, avec le logo à tel endroit, le texte à gauche, la personne à droite, etc. Tout ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut éviter absolument. Je sais que c'est beaucoup plus facile à produire parce qu'on se dit, allez, on peut le faire en masse, on en fait 10 d'un coup. Souvent, on le fait parce qu'en fait, on prend du plaisir à créer les vidéos, on prend pas de plaisir à créer la miniature, donc on le fait un peu à l'arrache. Mais c'est vraiment une grosse erreur. Au minimum, moi, ce que je demande, c'est, si vous voulez apprendre à faire vos miniatures vous-même, c'est de constamment faire des trucs différents, tester plein de choses différentes. Donc, en fait, l'harmonie graphique va se faire sur une police écriture, des codes couleurs éventuellement. Gardez ça à la limite cohérent entre vos miniatures, et pour tout le reste, changez tout à chaque fois. Et vous verrez vite ce qui fait cliquer de ce qui fait pas cliquer. Comme ça, vous aurez plus de chances de trouver le bon combo pour votre chaîne, et après, vous pourrez dupliquer un peu cette mécanique-là le jour où vous l'aurez trouvé. Mais partir sur un template, c'est la pire des choses parce qu'en fait, on refait la même chose 50 fois de suite, et donc en fait, on n'apprend rien, on n'apprend pas, on progresse pas, quoi. Ouais, et puis il y a la fonctionnalité AB test maintenant il te permet d'uploader 3 miniatures là, en téléchargeant C'est fabuleux. vidéo. Enfin, je sais pas si ça peut aider aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors pour nous, c'est une bénédiction d'avoir ça parce que c'est extraordinaire et c'est de la data en plus. Plus de ça, comme on commence à travailler de plus en plus avec des très gros youtubeurs dont la vie dépend de leur audience, quoi. Ils ont un niveau de stress super élevé sur les perfs de leurs vidéos, et c'était pas toujours évident pour nous de les convaincre de tenter des trucs différents sur leur miniature, parce que tellement l'habitude et tellement habitué leur audience à certains formats. Du coup, en fait, d'avoir l'A/B test nous permet de dire, ok, mets la miniature que tu as l'habitude d'avoir, puis nous, on va te proposer 2 trucs radicalement différents. Et tu laisses l'audience parler. C'est l'audience qui va te dire s'ils aiment pas, s'ils regardent plus la vidéo ou pas. Et du coup, ça nous aide bien. Mais oui, l'A/B test, c'est génial. Donc en fait, c'est de l'ABC test. Même, on peut mettre 3 miniatures. Et YouTube vous dira non pas celle qui a le plus de clics, mais vous dira celle qui a généré le plus de durée de visionnage au global. Donc, ils vont être montrés exactement le même nombre de fois dans l'interface. YouTube regarde celle qui a généré le plus de watch time au global, et ensuite on peut la sélectionner. Donc ça, c'est génial parce que ça permet d'apprendre beaucoup plus vite à faire des bonnes miniatures. Ok, ouais, c'est top. Et alors moi, j'ai une question aussi. Tout à l'heure, on parlait des scripts de vidéos, faire un plan de vidéo, donc tu as bien expliqué bullet points ou média scripté.
dans l'intro, tu dis l'intro c'est très important et tout. Quand on est au niveau 1 et que on souhaite vendre une formation ou une prestation de service, ou comme la majorité des freelances en tout cas, est-ce qu'il faut glisser un appel à l'action au départ ou à la fin? Enfin, conseil là-dessus. Parce que l'appel à l'action, c'est pas très naturel. Moi, avant, je le glissais dans mes vidéos, en discutant, là, télécharger ma masterclass en 3 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement, tu vois, c'est un lien qui est juste en dessous. Maintenant, cet appel à l'action, je le fais plus, en fait. Et ça diminue pas, enfin, je trouve pas de telle diminution ou quoi, je mets le lien en dessous de la vidéo, et les gens regardent naturellement, de toute façon, la description et cliquent dessus. Maintenant, je me dis, j'apporte le contenu, bon, bah, j'aurais peut-être faire un appel à l'action, mais j'essaye de faire 100 pour voir, sur mes 3-4 dernières vidéos, mon taux n'a pas changé sensiblement, n'a pas baissé ou quoi. Je me dis que, en fait, peut-être qu'il n'y en a pas besoin, je suis en train de faire un test dessus, peut-être que, en fait, j'ai tort, tu vois, je sais pas, mais je fais un petit test. Toi, tu conseilles à tes clients de mettre cet appel à l'action ou non? Alors, on n'a pas tant que ça de clients qui vendent des formations ou qui sont solo, en fait. On a eu quelques-uns, et alors déjà, tu as la bonne démarche, c'est-à-dire que tu traques. Déjà, il faut traquer. C'est-à-dire, si je modifie quelque chose, je traque et je vois si ça améliore, si c'est pire ou si c'est pareil. Déjà, ça, c'est la bonne démarche, parce que peut-être que la règle pour toi n'est pas la même que pour les autres. Tout ce qu'on recommande, alors, c'est de ne plus jamais faire d'appel à l'action en début de vidéo. Parce que sur YouTube, la durée de visionnage, le temps pendant lequel, en moyenne, les gens restent sur la vidéo est ultra important, et donc prendre 1 minute au tout début d'une vidéo pour faire un appel à l'action qui n'a rien à voir avec la suite, ou qui demande de tirer de la valeur de l'audience quand vous n'avez pas encore vous donné de la valeur, c'est contre-productif. Beaucoup de gens vont partir à ce moment-là et votre vidéo sera jamais poussée, jamais mise en avant. Donc vous aurez peut-être une super conversion de 20 vues plutôt que d'avoir 400 vues et une conversion un peu moins bonne. Donc ça, on recommande pas. Fin de vidéo, ça peut être intéressant pour les formats de vidéo qu'on appelle les vidéos de vente. C'est-à-dire où le but de la vidéo, c'est d'amener les gens à soit donner leur email, soit aller sur un site, soit acheter un truc. On conseille aux créateurs de faire maximum 10% de leurs vidéos qui sont des vidéos de vente. Alors les vidéos de vente ne sont pas des vidéos où on dit « Hey, j'ai lancé une nouvelle formation, ça vous intéresse, allez l'acheter ». Plutôt, ma formation répond à une problématique très précise. Imaginons que toi, tu as fait une formation sur les 365 formats de contenu pour les 365 jours pour les community managers. Bah, tu peux tout à fait faire une vidéo qui s'appelle les 10 meilleurs formats de contenu pour Instagram et LinkedIn en 2024, par exemple. Et à la fin, tu dis, voilà, avec ces 10-là, vous pouvez au moins tourner sur un mois. Si vous accompagnez vos clients sur un an, j'ai une formation qui vous donne tout le reste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vidéo de vente, où généralement, on va mettre une partie de la valeur, et après, on dit, vous voulez 10 fois plus de valeur, achetez mon truc. Donc là, oui, l'appel à l'action, il se fait à la fin, c'est logique, parce que tu as déjà donné, et tu veux encore plus, tu prends. Maintenant, pour les appels à l'action plus génériques, si par exemple, toi, toutes tes vidéos, tu veux en profiter pour mettre un produit, un e-book, un truc comme ça, ou capturer une adresse mail, et que c'est un appel à l'action que tu fais systématiquement, soit tu les fais pas, soit effectivement, tu peux le faire en plein milieu de la vidéo. Et ça, c'est ce qu'on a constaté qui marchait le mieux. Tu le pitches en plein milieu de ta vidéo, par exemple, tu as donné 2-3 bons conseils, et tu as encore 2-3 bons conseils qui arrivent derrière. En plein milieu, tu dis, je vous prends juste 10 secondes pour vous dire que j'ai un guide gratuit à télécharger, vous avez le lien dans la description. Les gens sont trop contents et ça ne vous coûte rien, allez la télécharger. Je reprends avec le conseil numéro 4, tu vois, comme un cheveu sur la soupe. Et là, nous, on constate que les rétentions d'audience diminuent quasiment pas quand c'est en plein milieu de la vidéo. Tu gardes toute ton audience à ce moment-là, parce que quand tu le fais pour la fin, cet appel à l'action, bah, généralement, tu as déjà commencé à conclure ta vidéo, donc les gens sont déjà partis. Et donc, en milieu, c'est pas mal. Ça marche pas trop mal. Ah ouais, c'est vraiment un bon tips. Parce que c'est vrai que c'est pas mal. Écoute, moi je vais le tester, hein. Là je l'ai fait juste avant, l'appel à l'action. J'ai une nouvelle ressource qui va bientôt sortir là, donc je le ferai sur la prochaine interview. Carrément. En plein milieu, donc c'est parfait quoi. Ouais. Alors, voilà, le matériel on en a parlé. Oui, alors maintenant on va passer à la dernière question. À l'avant-dernière en tout cas, tu parles beaucoup d'indicateurs, le watch time, la durée. C'est quoi les principaux, on va dire, 3 ou 4 principaux indicateurs que tu conseilles de suivre pour quelqu'un qui débute? Ça dépend beaucoup de l'objectif de la chaîne, en fait. C'est ça qui est complexe. Si l'objectif, c'est de développer une communauté, on va pas suivre le même indicateur que si c'est de chercher de la viralité ou de vendre. Donc, c'est là où nous, on a par typologie de chaîne YouTube, on a des indicateurs différents qu'on va suivre. Donc, c'est pas forcément évident, mais comme je te disais, pour les 10 premières vidéos, vraiment, ne regardez même pas les stats. C'est même pas la peine. À la limite, soyez content si une vidéo a été un peu propulsée.
L'indicateur qui est souvent le plus utile, quand on a suffisamment de données statistiques, c'est-à-dire quand vous allez avoir au moins 100 ou 200 personnes qui ont regardé vos vidéos, ça va être la courbe de rétention. Donc la courbe de rétention, c'est quand YouTube vous donne, en gros, exactement à tous les moments de la vidéo, le nombre de personnes qui sont encore en train de regarder la vidéo. Donc ça démarre à 100%, et vous allez voir qu'au bout de 30 secondes déjà, vous êtes à 65-70%, et au bout de 3 minutes, vous êtes peut-être à 50%. Et ça, cette courbe-là va vous permettre de comprendre et de voir les moments où votre audience quitte la vidéo, les moments où l'audience revoit un passage. Vous faites des chapitrages, c'est super intéressant de faire des chapitres. Ça vous permet de savoir quand les gens qui s'ennuyaient et qui ont décidé de zapper, sur quelle autre partie ils ont décidé de cliquer. Et souvent, ça vous donne des bonnes idées de tiens, là, je pourrais faire peut-être une vidéo sur ce sujet-là. Donc, sur ces courbes-là, il y a pas mal de trucs à apprendre et c'est assez facile à lire. La statistique qui est la plus dure à lire, c'est le taux de clic, en réalité. Parce que le taux de clic dépend de la source de visionnage. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo qui est beaucoup propulsée en suggestion, en fait, un bon taux de clic en suggestion, vous avez 3% de taux de clic en suggestion, c'est énorme. C'est énorme. On doit sauter au plafond. Et donc, s'il y a 90% des vues qui viennent des suggestions, vous avez 3% de taux de clic, c'est déjà très bien. Mais si, par exemple, la vidéo est recommandée plutôt dans le moteur de recherche de YouTube, un bon taux de clic dans le moteur de recherche, c'est aux alentours de 10%. Donc, en fait, si t'as et en page d'accueil, ça va plutôt être 5-6%. Donc en fait, si tu regardes juste en valeur absolue ton taux de clic, tu vas peut-être dire, bah tiens, j'ai une vidéo qui a 8% de taux de clic, c'est super, et une autre qui a 2%, c'est nul. Sauf que peut-être que celle qui a 2%, en fait, elle a fait 1 million de vues en suggestion, et l'autre, elle a fait 20 vues dans le moteur de recherche. Donc c'est vachement dur, en fait, de les analyser comme ça. Ce que je conseille, c'est plutôt de regarder en page d'accueil, en navigation, dans les 7 premiers jours. Le taux de clic, parce que c'est souvent un peu les mêmes audiences. Là, on arrive un peu à comparer vidéo par vidéo. C'est une stat qui est difficile à suivre quand on n'a pas expérience, et puis on ne sait pas non plus. C'est la difficulté quand on est créateur et qu'on est un peu tout seul, c'est qu'on ne sait pas comment se comparer par rapport aux autres. Tu vas te dire, bah, j'ai fait une vidéo de 12 minutes, j'ai 35% de rétention, c'est bien, c'est pas bien. C'est mieux que ce que font les autres sur YouTube, c'est moins bien. Et c'est souvent ces indicateurs-là qui sont importants, parce que sur YouTube, comme je te disais, c'est un peu winner takes all. Alors on va peut-être dire winners takes all. Donc les 10% des meilleurs vont rafler 90% de l'audience. Et donc, c'est important de savoir comment on se positionne par rapport à eux, quoi. Ok, bah c'est très intéressant. En fonction des objectifs, d'avoir un indicateur. En tout cas, ces indicateurs-là sont assez parlants. Et je pense que déjà, la courbe de rétention, déjà, il faut savoir la regarder, apprendre à la déchiffrer. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Donc, c'est vrai que c'est un excellent indicateur. Ok, très bien. Et donc, voilà, on arrive à la dernière question. Est-ce que tu as des choses à partager ou un dernier mot sur ton activité Quelque chose à partager ou un dernier mot sur l'activité? Ouais, ou un dernier conseil, je sais pas, ou alors soit, je sais pas, tu proposes une formation pour les freelances, ou j'en sais rien, toi, tu peux y aller, hein. Oui, peut-être, effectivement, si jamais c'est l'endroit. Ouais. Donc peut-être un petit mot effectivement sur ce que nous on propose avec VidéoBiz. On a des formations pour ceux qui démarrent, qui n'ont jamais vraiment fait de YouTube, permettent de partir de zéro, dont une que j'ai fait avec Yann Leonardi d'ailleurs, qui s'appelle la grosse chaîne YouTube, la Growth chaîne YouTube. Et on a une plus petite formation pour les purs créateurs de contenu qui s'appelle l'accélérateur. Et on a sorti récemment une formation pour apprendre à faire des titres et des miniatures qui font cliquer. Ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre par eux-mêmes. Après, nous, dans nos offres d'accompagnement, on aide des créateurs mensuellement à trouver les bons angles de vidéo. On leur fait les titres et les miniatures pour que ça clique bien. Et on définit avec eux leur stratégie de contenu. Et ensuite, pour les boîtes, on les accompagne de façon plutôt hebdomadaire. Et là, on travaille tous les contenus avec eux. Donc là, on est vraiment dans la main sur chacun des contenus. On relit les scripts, à faire des feedbacks sur les montages. On peut mettre en contact avec les monteurs, etc. Donc voilà, on essaie de résoudre les problématiques des différentes typologies de clients. Voilà, et on a des bonnes perfs. Nous, on est jugé à la perf. Hein. On vend de la viralité. Hein. C'est vraiment ça qu'on vend aujourd'hui. Donc, si votre but, c'est juste de déléguer un montage parce que ça vous prend trop de temps, mais que vous en fichez un petit peu de la rétention derrière, de si ça marche bien ou pas, on va être trop cher pour vous. Par contre, ce que vous voulez, c'est de la perf et avoir des vidéos qui font x3, x5, x10 par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Bah là, on risque d'être intéressant. Alors, en gros, comment on se positionne. Au top. Ok. Écoute, merci beaucoup, Sylvain, pour tous Avec plaisir, merci ces conseils. C'était vraiment très intéressant. Je vais couper. Hop, je coupe.